Vanina Krola et le président, ils ne nous aiment pas, les fonctionnaires, depuis qu'ils sont arrivés. Tu as l'impression qu'ils nous étonnent, c'est carrément la dictature. Je dis ça suffit, parce qu'on va se lever et tu vas voir que c'est un combat. La FRAPP, syndicat de la fonction publique territoriale, est prête à repartir en grève. 13 jours après la signature d'un protocole de fin de conflit, ses représentants dénoncent un non-respect des engagements pris par l'exécutif, notamment la revalorisation salariale des agents de catégorie D, moins importante que prévu. Le compte à rebours est lancé avant l'ouverture des cadeaux de Noël. Les familles ont été nombreuses à écumer les magasins pour des achats de dernière minute. Quelles sont les tendances cette année et quels sont vos souhaits au Père Noël? On voit cela dans un instant. Il a quitté les pistes de motocross pour rejoindre le globe de la mort du cirque de Samoa. Kawilani Tomsingvian a fait de sa passion son métier, un exercice périlleux qui en met plein les yeux. Nouvelle menace de grève en cette fin d'année. 13 jours après avoir signé un protocole de fin de conflit avec le pays, la FRAPP, syndicat de la fonction publique territoriale, dénonce, je cite, une parole non tenue du président Broderson concernant la revalorisation des salaires des catégories D. Deux options sont aujourd'hui proposées par leur ministre de tutelle. Les explications de Nicolas Pérez. Il aura fallu 4 heures de discussion lors du dernier Conseil supérieur de la fonction publique de l'année pour mettre le feu aux poudres. Les représentants de la FRAPP ne digèrent pas la proposition de leur ministre de tutelle concernant la revalorisation salariale des agents de catégorie D. D'après eux, elle ne correspond pas aux promesses tenues par le président le 11 décembre dernier. Les choses se sont très bien passées. Nous avons échangé sur un projet qu'ils nous ont présenté. Nous sommes restés sur ce projet. Nous avons fait des simulations, des calculs et tout sur ce projet. Mais voilà que juste avant, c'était jeudi soir dernier, nous recevons leur nouveau projet qui n'était pas du tout discuté lors de la négociation. Je ne sais pas comment il faut expliquer cela. Et ça nous met vraiment dans un état, pas de frustration ou de colère, mais c'est presque ça, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir discuté de la même chose. Cette nouvelle proposition du pays diviserait par 4 la revalorisation des plus petits salaires. De 20 000 francs bruts, elle serait finalement limitée à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est vite fait. On enlève la CST, on enlève la CPS, c'est à peine un paquet de poissons qu'on va acheter. Donc pour des catégories D, c'est très léger. Il y a eu une proposition, et d'ailleurs ça sort d'une négociation de grève. Je pense qu'il faut tenir ce qui a été discuté. Voilà, il faut tenir parole. Et ces catégories D représentent quand même à eux tout seuls 1800 personnes, ce n'est pas rien. Et ça fait quand même plus de 12 ans qu'ils n'ont pas été reconnus. Ils ont besoin d'être reconnus à juste prix. Autre point de friction entre le pays et le syndicat, l'impossibilité pour les agents de catégorie D de travailler dans le privé pour compléter leurs revenus. Et en plus, on a demandé si on pouvait ouvrir aussi, parce que le fonctionnaire ne peut pas, il doit donner tout son temps de travail pour la fonction publique territoriale. C'est qu'il puisse avoir des petits revenus à côté, faire des ménages, vendre des plats et tout, pour pouvoir arrondir les fins du mois. Niet. Et là, ils sont sur un projet qu'ils vont raccorder aux médecins de catégorie A qui gagnent bien leur vie, je suppose. Et ils pourront exercer aussi dans le privé pour arrondir leur fin de mois. Et je dis, c'est toujours pour les riches et pas pour le petit quoi, qui est en bas. 13 jours après avoir mis fin au conflit, la FRAPP menace déjà de repartir en grève. Si rien ne s'est réglé sur la parole donnée et la signature, ça va être plus dur. Et j'appelle aux fonctionnaires de se lever. La ministre admet que les propositions de revalorisation ne correspondent pas forcément aux demandes de la FRAPP. Pour elle, 2 options se présentent. On a soit l'ensemble des 1853 agents de catégorie D qui seront concernés, c'est l'option que nous avons proposée, mais bien sûr une revalorisation étalée sur l'ensemble des agents, donc pas forcément à la hauteur de ce qu'attendent nos agents de catégorie D, ou une augmentation des plus faibles revenus, et donc moins sur les grades les plus élevés de la même catégorie. Pour la ministre, les contraintes budgétaires du pays limitent les possibilités d'augmentation.
Alors, on a 35 milliards qui a été voté au budget. Il n'est pas question de dépasser un franc de ces 35 milliards. Donc, on doit décider à l'intérieur de cette enveloppe. Et donc, si on n'a pas d'autres moyens, ce sont des postes qui devront être supprimés ou des indemnités qu'on doit revoir. Retour à la grève ou pas, tout dépendra de l'arbitrage qui sera pris en Conseil des ministres en tout début d'année prochaine. À la veille de Noël, une autre agitation s'est fait sentir, mais cette fois-ci dans les rayons des magasins. Quels sont les jouets incontournables cette année? Laure Philibert et Naya Bennett ont fait le tour des commerces ce matin. Reportage. Les boutiques ont fait le plein de clients en cette veille de Noël. Ce magasin de jouets de Fa'a emballe les cadeaux de dernière minute, car les familles sont nombreuses à avoir attendu avant d'arrêter leur choix. Le jouet étant pas une priorité, il y a une dépense qui est un peu moins que les années précédentes, mais bon, on a toujours de l'affluence, on est toujours à fond pour eux, quoi. Le coup de pouce de la direction de la famille et des solidarités à quelques jours des fêtes a également permis à ses bénéficiaires de gâter un peu les plus jeunes. Des bons de 6 000 francs à utiliser pour l'achat de jouets, de quoi donner le sourire à cette grand-mère. On m'a donné 6 000 pour le bon. Les 2 nounous, les peluches. J'ai eu 2. Oui. Pour mon autour. Si cette année, Vaiana 2 n'a pas encore eu le temps d'envahir les étals, les classiques font carton plein. Il est aussi possible d'offrir des jeux made in Fénois. Alors on a un jeu de société qui fait un malheur en ce moment qui s'appelle Atarwa. On vient de recevoir un jeu qui a été créé en début d'année suite aux Jeux Olympiques qui s'appelle Objectif Tiopo. Et puis après, on a tout un stand d'atelier créatif qui a été créé par la marque OTO avec des produits locaux. Voilà, c'est assez intéressant. Il y en a pour tous les âges. Il y en a pour tous les âges. Dans les listes adressées au Père Noël, les articles de sport figurent également en bonne place. On a fait pas mal de vélos enfants, beaucoup de vélos pour les ados. Du sac de boxe aussi qui a rencontré une belle demande. Et là, sur les derniers jours, des balançoires de jardin. Donc vraiment pour toutes les catégories d'âge, petits, grands. La chaussure aussi est bien partie. Puis c'est l'occasion justement de se faire plaisir. Je pense que tout le long de l'année, ils ont vu des produits qui pouvaient les intéresser. Et puis donc Noël, c'est la période des fêtes et la période où on se fait plaisir. Et c'est donc là où ils ont sauté le pas de la dépense qui lie l'utile à l'agréable. Et certains n'ont pas attendu le passage du Père Noël pour essayer leurs cadeaux. Rien de tel qu'une séance de sport avant le réveillon du 24. Et vous, qu'avez-vous demandé pour Noël cette année? Un nouveau compagnon, des appareils électroménagers ou encore la paix? Nous, vous avons entendu le micro dans les rues de Papeete. Regardez. Déjà, une bonne santé, comme toutes les années, un air fryer. Et passez de bonnes fêtes à tous, prenez soin de vous, attention sur la route. Un ordinateur. Et c'est ce que tu as dans les mains? Oui. C'est toi qui t'es offert ton ordinateur? Non, c'est ma cousine. C'est elle. Moi, j'ai rien demandé, juste peut-être à ce que ma famille soit heureuse et en bonne santé. Personnellement, et pour Noël, j'ai demandé une femme. Voilà. Beaucoup d'amour et espérer. Enfin, moi, j'espère en tout cas avoir un travail. De richesse et la joie. Ben Noël, une femme pour moi. Un voyage en Polynésie. Et du coup, c'est fait? Ah bah je suis là. Et c'est bien? Ah bah oui, un très beau voyage. Je veux avoir la paix dans ma vie, en Noël. Juste de passer un bon réveillon de Noël, et je viens avec la famille, c'est tout. Et combler les enfants de cadeaux, c'est tout. Il y a que tout le monde se met. Passe un bon Noël, un bon jour de l'an. Attention sur la route, pas beaucoup de bière, modération. Hein? Ça te cache la vérité, rien du tout. De joie, de paix. Et puis, du travail. Rien du tout. Une talaria, un petit ami. Et tu as les enfants, c'est tout. Je travaille à Noël. Une pensée pour les travailleurs de Noël? Ouais, faites tout.
Certains rêvent aussi d'avoir un toit sur la tête et c'est en partie chose faite ce mardi avec l'inauguration du centre d'hébergement de nuit de Fareute Teputuora. Le résultat d'une convention de 2 ans renouvelable une fois entre le pays et la commune de Papeete. Ce centre pourra accueillir dans un premier temps 80 personnes sans abri. Sur place, les bénéficiaires auront accès à des repas, à des douches et à des espaces de repos loin des dangers de la rue, mais aussi à des services d'accompagnement vers la réinsertion sociale et professionnelle. Le site sera géré par l'association Tetorea, déjà très active au service de la population de la rue. Impossible de le manquer du côté de Punaoya, le cirque de Samoa est de retour avec une particularité cette année. Un Tahitien a rejoint l'équipe de Monsieur Loyal. Il s'appelle Kawilani Tomsingvien et il fait le show dans le globe de la mort. Les risques sont calculés, sensation forte assurée. Thomas Chabrol et Meriteato l'ont rencontré. C'est sous les feux des projecteurs du chapiteau qu'il entre dans le globe de la mort pour enfourcher sa moto. Kawilani est le premier Tahitien à rejoindre la grande famille des acrobates et artistes du cirque de Samoa. Le jeune pilote, bien connu des épreuves de motocross au Fénois, a été recruté après une compétition par Bruno Loyal en personne. C'est toujours impressionné de rentrer dans le globe et c'est beaucoup de stress aussi avant de rentrer à l'intérieur. C'est à 8 ans que Kawilani a découvert le motocross, une passion qui l'amène cette fois du côté des artistes dans cette sphère métallique pour défier les lois de la gravité. Pour se préparer à cette cascade, une dizaine de jours d'entraînement a suffi pour prendre les repères et bien se synchroniser avec les autres cascadeurs. Je me suis entraîné tout seul à apprendre les positions, la vitesse à avoir, les stops. Et au fur et à mesure que j'ai fait des tours et tout, on a commencé à rouler à plusieurs, à 2, à 3 et à 5 la dernière. Ce motard argentin est un expert dans le globe de la mort. Il partage son expérience pour former la nouvelle recrue. Il est très bon, c'est un bon élève. C'est moi qui lui enseigne les techniques et il comprend bien ce que je lui dis. Lorsqu'il faut s'arrêter ou y aller, là où il faut regarder, c'est vraiment un bon élève. J'essaie de s'accorder avec les autres motards. Moi, j'essaie d'adapter ma vitesse en fonction de celui qui est juste en haut de moi. Quand on tourne dans le globe, on va jusqu'à en 3e vitesse. C'est assez complexe aussi ce spectacle. Ce soir, Kawilani fera sa 2e entrée devant la piste aux étoiles. L'aventure du cirque débute pour le pilote chevronné. Après la rétrospective politique dans nos éditions d'hier, on revient ce soir sur les événements sportifs marquants de l'année 2024. Jeux olympiques, VAA, MMA, trail ou encore crossfit, il y en a eu pour tous les goûts. On voit cela avec Désiré Teiva. Il a marqué cette année 2024 et l'histoire du sport polynésien. Kaolivas devenait en août champion olympique de surf chez lui à Te Ahupu'o. Opposé à l'Australien Jack Robinson dans la série pour l'or, l'enfant de Verao s'offre les 2 plus belles vagues du hit pour un total de 17,67. On a gagné! Voilà! Je sais pas quoi dire. C'est chaud, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai eu les 2 premières et après plus rien. Et voilà, c'est passé. C'est pour Tahiti, pour la France et let's go! La joie de Kaolivas a contrasté avec l'immense déception de Wahine Fierro, éliminée en 8e de finale des Jeux Olympiques par Joanne Defé. Mais la surfeuse de Huahine a eu son heure de gloire en mai en devenant la première Tahitienne à remporter la Tahiti Pro. J'ai fait les bonnes décisions, les bonnes vagues, les bonnes planches et c'était les bons choix aujourd'hui. Au VA, le team OPT a confirmé sa suprématie cette année. En novembre, aux îles sous le vent, Temona Taputu et ses partenaires décrochaient une 2e victoire de suite à la Hawaii Kinui VA. Au général, les postiers devancent le team Tahiti VA et Shell VA. Je suis heureux, vu qu'au départ j'avais un peu peur, comme j'ai dit aux gars, je ne les connais pas vraiment, je ne connais pas comment ils fonctionnent. Ils m'ont un peu fait peur au début, mais il fallait que je les fasse confiance. En V1, la saison a notamment été marquée par les victoires de Revi Tongsing au Te Aito. Kaltarofov de son côté s'est offert le Super Aito et la Hawaii Kinui solo. Et l'on retiendra aussi l'hommage rendu en avril par Steve Techotata à Kevin Quider. À bord du VA de son frère, le rameur de Pirée effectue la traversée entre Tahiti et Bora Bora en un peu plus de 30 heures. Du côté des sports collectifs, en football, l'AS Pirée a retrouvé en avril son titre de champion de Ligue 1.
Les Oranges se hisseront ensuite en mai jusqu'en finale de la Ligue des Champions de l'OFC avant de s'incliner face à Auckland City. Et en Coupe de France, l'Ice Dragon passait le 7e tour de la compétition après sa victoire à Pater face à l'US Avranches. Au rugby, le Paia Manura Rugby Club a dominé la saison à 15 en s'offrant la Coupe de Tahiti et le championnat. Pire Air de son côté décroche le sac de champion en rugby à 7. En MMA, la 3e édition du Tahiti Fighting Championship organisée en septembre a notamment été marquée par la victoire de Teiki Nauta face à l'Américain Chase Eskam. Le Tahitien l'emporte par décision unanime et s'adjuge la ceinture de champion des lourds légers. En boxe, la salle de Fatawa a accueilli en juillet les Oceania cadets et juniors. 40 espoirs tahitiens étaient engagés. La délégation polynésienne termine ses Oceania avec 11 médailles d'or. Les compétitions extérieures ont aussi rythmé le calendrier. En mai, à Moorea, les amateurs de sport nature s'élançaient sur la nuit des trails. Les coureurs avaient le choix entre plusieurs distances allant de 25 à 100 km. Sur la course reine, Delby Vilangongora s'est imposé en 13h44 minutes. Place ensuite au triathlon en octobre. À l'issue des 1500 mètres de natation, des 34 km de VTT et des 10 km de trail, le triple champion du monde Arthur Serrière et Maxime Chanet franchissaient la ligne d'arrivée main dans la main. Le premier local, Thomas Lubin, prenait la 3e place. L'année sportive a aussi été marquée par les Polynesian Battle Games qui a rassemblé en mars au Parc Verhey les athlètes les plus fit du Fénois. Dans la catégorie reine des RX, les meilleurs locaux ont pu se mesurer à Mélodie Andriani et à Stefano Songa. 1, 2, 3, non! Le sport creuse l'appétit. Avis aux amateurs de fruits de mer, il faudra encore patienter avant d'avoir des huîtres 100% tahitiennes au menu de Noël. À la presqu'île, l'Ifremer effectue des tests pour lancer une production à commercialiser, mais pas avant 2026. Un reportage de Laure Philibert. C'est ici, dans cette nurserie installée à l'Ifremer, que grandissent 2 espèces d'huîtres sélectionnées pour des tests. C'est en phase de la période de grossissement quand les animaux sont toujours juvéniles, assez petites. Ça varie entre 1 cm et 12 cm et demi. Et après, on va mettre dans le milieu naturel pour la phase de grossissement. Dans cette écloserie, des concentrés d'algues qui vont permettre à ces juvéniles d'atteindre la taille requise pour être implantés dans des bassins. Il faut leur donner des algues et ces algues, il faut qu'on les produise. Elles permettent de nourrir toutes les espèces qui sont en développement ici, alors aussi bien des huîtres perlières sur lesquelles on travaille que les holoturies, les roris ou encore les oursins. Voilà, ce sont toutes ces espèces-là, des espèces qui, lors du développement larvaire et lors des premiers stades de vie, ont besoin d'algues pour être nourries et on les produit dans notre écloserie. Puis direction le bassin aménagé à proximité des élevages de crevettes. C'est ici que les huîtres vont poursuivre leur croissance. En Polynésie française, on est en train de développer un protocole unique au monde. C'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les déchets d'une aquaculture pour générer les nutriments pour une autre aquaculture. Donc les déchets de l'aquaculture de crevettes qu'on a derrière nous là, et vont être mis dans le bassin où on a les huîtres pour générer des blooms d'algues, des algues unicellulaires qui permettent de nourrir les huîtres. Ces huîtres se développent peu dans nos lagons trop pauvres en nutriments utiles à leur croissance, mais un lotissement aquacole sera bientôt aménagé à Wharatea. Dans le bassin qui est derrière nous, c'est un démonstrateur du lotissement aquacole de Wharatea. L'idée en fait c'est de pouvoir faire pousser des huîtres dans des bassins de terre et dans des conditions qui permettent de limiter le développement d'un ver qui a été un fléau pour le développement de l'ostréiculture en Polynésie française. Ce ver, c'est Polydora. Alors comme vous le voyez ici, on a une table d'exondation. C'est une table qui permet en fait d'exonder régulièrement tous les jours les huîtres. Les huîtres ne sont pas affectées par ce protocole d'exondation, mais par contre le ver qui les parasite, oui, lui il meurt suite à cette exondation. Et ça va permettre en fait de développer l'ostréiculture ici en Polynésie française, alors que jusqu'à maintenant on n'a pas pu le faire. Parce que comme vous le voyez, il y a un panneau solaire qui anime des moteurs, les huîtres sont collées sur des cordes, les moteurs font tourner des tubes qui vont permettre au corps de s'enrouler autour et on a les huîtres donc qui sortent de l'eau comme ça. Donc c'est comme si on avait une marée. Si la production semble possible, qu'en est-il de la commercialisation? Si on apporte des nutriments qui viennent d'un bassin de terre où on produit par exemple de la crevette ou des poissons,
Ça permet de nourrir les huîtres à un coût que c'est minimum. Donc si on se met dans cette situation, ça sera possible, oui, de produire les animaux dans un prix raisonnable. La Polynésie prévoit d'organiser en 2025 le 2e congrès international dédié au développement de l'ostréiculture tropicale. Quant aux huîtres produites localement en bassin, on devrait les trouver sur nos tables à l'horizon 2026. Continuez votre soirée sur TNTV avec un programme spécial Réveillon de Noël. D'abord avec le dessin animé Ferdinand, puis avec Arthur et ses invités dans Vendredi Tout est permis. Et enfin, les messes et célébrations religieuses à suivre sur vos écrans. À tous, prudence sur la route en cette soirée festive. Passez un excellent Réveillon de Noël. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.